Merci beaucoup Scarlett et merci d'être là. Bonjour. Je tiens d'abord à remercier donc Scarlett Reliquet pour son invitation ainsi que Ségolène Lemaine qui a suggéré mon nom pour ce cycle de conférences et toutes les équipes du musée qui ont travaillé à l'organisation de cette conférence. Comme l'annonçait Scarlett Reliquet, aujourd'hui je vais vous parler de la naissance de la publicité au XIXe siècle. Alors nous verrons que la publicité ne naît pas véritablement au XIXe siècle puisqu'il existe des formes publicitaires avant cela, mais elle prend sa forme moderne, on va dire au XIXe siècle. Ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, d'abord, c'est un panorama de cette culture publicitaire du XIXe siècle. Je vais vous présenter les principaux supports de la publicité. Certains sont visibles justement dans l'exposition. Et ensuite, j'aimerais interroger avec vous la question du regard que portent les artistes du XIXe siècle sur ce nouvel environnement visuel. Enfin, je m'attarderai dans une troisième partie sur le cas des enseignes artistiques, qui sont un aspect moins connu de la création publicitaire, puisque donc à la fin du XIXe siècle, certains artistes ont tenté de créer ce qu'on appelle des enseignes artistiques. Donc on reviendra sur ce point et je conclurai enfin en évoquant un peu le devenir de la publicité au début du XXe siècle. Alors le XIXe siècle est marqué, comme vous le savez sans doute, par l'essor de la société industrielle, commerciale et marchande. Et cet essor modifie en profondeur la physionomie des villes. C'est particulièrement visible à Paris, puisque ces bouleversements vont être amplifiés par les importants travaux initiés par le baron Haussmann. Il faut garder à l'esprit qu'à partir des années 1850, Paris devient, et ce pendant plusieurs années, jusqu'au début du XXe siècle, une sorte de chantier à ciel ouvert, ce que montre dans plusieurs tableaux d'ailleurs le peintre Maximilien Luce, et ce que montre aussi le peintre Giuseppe De Nittis, un tableau qui est dans l'exposition que je vais vous montrer ensuite. Et ce qu'on constate aussi en regardant ce tableau de Maximilien Luce, le chantier La Fouille, c'est que les immeubles haussmanniens permettent d'avoir désormais, depuis le balcon, un point de vue plus élevé aussi sur la ville. Dans les mutations aussi qu'entraîne cette refonte urbaine, on peut aussi mentionner, ça paraît anodin mais c'est important, la généralisation des trottoirs qui rendent la ville beaucoup plus praticable et qui autorisent désormais la flânerie, qui permet de s'attarder un peu plus dans l'espace urbain. Et enfin, vous remarquez sur ce tableau la présence d'affiches colorées, qui sont le thème de cette exposition, qui sont sur ces palissades qui dissimulent les échafaudages. On les voit très bien sur le tableau de De Nittis. Et les affiches, ce sont véritablement l'un des signes les plus évidents des mutations de la société commerciale. Donc, c'est le cœur de cette exposition. Et l'exposition montre bien aussi comment ces affiches contribuent à diffuser, à essaimer dans la ville la dénomination commerciale des magasins, des produits, ce qui participe à l'émergence de ce que j'appelle une culture publicitaire. Alors, comme je le disais, petite précision, la publicité n'est pas une invention du XIXe siècle, puisque auparavant, il y avait des marchands, des commerçants qui faisaient la réclame de leurs produits. Et on pense notamment au célèbre cri de Paris, qui était appelé comme ça parce qu'il se signalait dans l'espace public par des chansons ou des interpellations. On savait par exemple qu'un rémouleur, donc ceux qui aiguisaient notamment les couteaux, étaient présents dans la rue parce qu'il signalait sa présence par une chanson ou par un cri. Ce qui change au XIXe siècle, c'est vraiment l'aspect de cette réclame qui va s'incarner dans différents supports que je vous propose d'examiner ensemble. Quelques-uns de ces moyens de la publicité sont réunis, en quelque sorte résumés dans l'affiche que je vous montre. C'est une affiche qui fait la promotion d'un guide, comme vous le voyez, intitulé « La publicité en France », publié par Émile Mermet.
Vous remarquerez que dans le registre inférieur de l'image, en bas de l'image, on voit au centre un avaleur de sabre, ce qui est assez intéressant parce que cela montre que la publicité moderne entretient au XIXe siècle un lien fort avec ce qu'on appelait les bateleurs, c'est-à-dire ces marchands ambulants qui étaient souvent accusés de charlatanisme, qui exhibaient en public l'efficacité de leurs produits. C'est intéressant parce que ce qui montre la continuité avec le XVIIIe siècle, c'est que la publicité au XIXe siècle s'inscrit toujours dans le registre du spectacle, qui est désormais davantage un spectacle visuel qui va passer par les affiches colorées, mais qui reste un spectacle. La modernité publicitaire sur cette affiche s'observe en fait plus haut. Dans la partie supérieure de l'affiche, vous voyez trois figures allégoriques qui sont réunies. On voit la renommée, l'art qui est au milieu et la littérature qui participe au triomphe de cette publicité en France. La renommée, on la reconnaît parce qu'elle est à gauche, donc armée de sa célèbre trompette. Et elle tient dans sa main droite, vous pouvez voir, un journal qui est roulé en corne d'abondance. Ce journal, c'est le Figaro, en l'occurrence, et vous voyez d'autres journaux, donc le Figaro, le Messager de Paris, le Petit Journal, et des pièces tombent de ces journaux, ce qui contribue à l'enrichissement des bateleurs, de ces marchands ambulants qui sont en dessous. D'ailleurs, les journaux, dans la composition de l'image, construisent une diagonale qui s'achève en bas à droite de l'image, où l'on peut lire sur une sorte de phylactère banderole, je ne sais pas si vous le voyez bien, ici, là, où l'on peut lire « La publicité enrichit tous ceux qui savent s'en servir ». Et cette image est très révélatrice des liens entre les journaux et la publicité au XIXe siècle, et ça correspond à une réalité économique. C'est-à-dire que le XIXe siècle, on le qualifie aujourd'hui de siècle de l'imprimé, il y a un essor sans précédent de la presse, des imprimés, et ces périodiques se financent en grande partie grâce à l'introduction de publicité dans leurs pages. Donc il y a une espèce de codépendance de la publicité et de la presse, et cette dépendance s'exprime même jusque dans des aspects très formels. Je renvoie à la conférence de Ségolène Lemaine sur l'organisation des murs d'affiches comme des pages d'annonces, c'est-à-dire que quand vous regardez les pages publicitaires, les pages d'annonces que vous avez dans les journaux, les murs sont un peu construits de la même manière dans sa juxtaposition d'affiches, et il y a des liens aussi entre les expérimentations typographiques, les lettres publicitaires, et les évolutions de la typographie dans les journaux. Cela rappelle aussi que, de manière générale, la culture publicitaire du XIXe siècle est une culture très écrite, ce que montrent très bien les brevets d'invention. Il y a un chercheur qui s'appelle Roland Canu, C-A-N-U, qui a montré qu'il a travaillé sur les brevets publicitaires du XIXe siècle conservés à l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle, et il a montré que la logique publicitaire du XIXe siècle est celle du recouvrement. Vous voyez par exemple avec ce brevet pour des bancs affiches que dès qu'on peut recouvrir une surface, on va y apposer justement des lettres. Son travail montre aussi qu'au XXe siècle, la publicité misera davantage sur la lumière. On y reviendra. Au XXe siècle, ce sont davantage les enseignes au néon, par exemple, qui marquent la publicité lumineuse. Et le XXe siècle, à travers les brevets d'invention, se concentre aussi davantage sur le mouvement, avec l'idée qu'il faut animer aussi la publicité. Mais au XIXe siècle, ça reste très écrit. Et ce triomphe de la lettre, il se voit également dans les enseignes qui
qui changent beaucoup d'aspect aussi. Alors là encore, les enseignes, ce n'est pas une invention du XIXe siècle, mais elles prennent une dimension un peu différente, puisque avant le XIXe siècle, quand on parlait d'enseignes, on pensait essentiellement à ce qu'on appelle des enseignes de maison, c'est-à-dire des signes distinctifs, souvent des images sculptées, des sculptures, qui permettaient de se repérer dans l'espace urbain. C'est-à-dire qu'on allait dire ça sera la maison dans la rue où se trouve telle enseigne sculptée. Mais elles perdent un peu cette fonction-là, puisque dans la première moitié du XIXe siècle, on systématise la numérotation des maisons qu'on connaît aujourd'hui, avec les numéros de maisons dans la rue. Et à partir de ce moment-là, le terme enseigne s'attache plus particulièrement aux enseignes commerciales. Là, ce que vous voyez, c'est une lithographie, une très belle lithographie qui représente les commerces du passage des panoramas au début du XIXe siècle. Et je vous la montre parce que ça permet de voir les différentes formes de l'enseigne. Il y a plusieurs types d'enseignes. Vous avez notamment à droite ce qu'on appelle des tableaux d'enseigne qui sont disposés en saillie, donc qui sont accrochés et qui débordent sur la rue. Je vous montre ce que ça donne au musée Carnavalet. Vous pouvez voir un grand nombre de ces enseignes peintes. Et ça, c'est assez caractéristique justement du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Mais vous pouvez voir aussi sur cette lithographie ce qu'on appelle des enseignes parlantes. Vous voyez sur la gauche les parapluies, par exemple, qui désignent en fait des commerces qui, comme leur nom l'indique, vendent des parapluies. Parce que, alors, d'ailleurs, les contemporains appellent ces enseignes des enseignes parlantes. C'est-à-dire qu'elles sont évidentes, en quelque sorte, elles sont transparentes. Le principe, c'est qu'elles reprennent, le plus souvent en bois ou en métal, l'aspect du produit vendu dans le commerce. Un chapelier mettra un chapeau, vendeur de parapluie un parapluie. Et c'est assez caractéristique des enseignes de gantiers, de bottiers, de lunetiers, les opticiens. Et l'objet prend là vraiment une valeur de signe, devient d'ailleurs assez proche du pictogramme de plus en plus. Et ça ira grandissant avec la standardisation au XXe siècle. Je vous montre quelques-unes de ces enseignes parlantes. Les plus grosses collections d'enseignes aujourd'hui, c'est au musée Carnavalet et au Mucem de Marseille. Donc là, vous voyez par exemple une enseigne de lunetier, ces enseignes de parapluies. Et je vous montre aussi des enseignes pour des marchands d'escargots, pour montrer la variété de ces enseignes qui pouvaient être aussi bien en zinc, en tôle, parfois en bois, et qui pouvaient prendre des formes assez différentes. Je vous montre aussi cette estampe de Fujita, donc c'est un peu plus tardif, c'est au XXe siècle, mais cela montre bien comment ces objets deviennent des signes un peu indispensables pour lire, pour décrypter la ville, pour décrypter l'espace urbain. Et vous voyez qu'il dessine notamment cet escargot, ces enseignes d'escargot, la carotte de tabac. Ces clés assez caractéristiques. Pour la petite histoire, ce que vous voyez sur la droite, cette boule avec une touffe de crin, c'était des enseignes traditionnelles de coiffeurs. C'était une boule dorée avec une touffe de crin. Et cette œuvre de Fujita m'évoque ce qu'écrivait Victor Hugo en 1842 dans ses lettres du Rhin. Il est alors en voyage sur les bords de la Meuse et il écrit « Où il n'y a pas d'église, je regarde les enseignes ». Avec cette idée qui est aussi reprise par des écrivains, des commentateurs du XIXe siècle, que les enseignes qui sont étroitement liées à leur territoire racontent en quelque sorte visuellement la ville, voire l'histoire locale pour certaines. Sur la lithographie du passage des panoramas, vous pouvez voir aussi des écritures. Ce restaurateur, par exemple, café glace déjeuner à la fourchette.
ce qui rappelle aussi l'importance des enseignes commerciales en lettres. C'est-à-dire que on peut peindre le nom du commerce, alors soit directement sur les murs, il peut être aussi peint sur des banderoles en calicot, en tissu, ou alors les commerçants vont avoir recours de plus en plus à des enseignes découpées, pareil en métal ou en bois, qui vont être apposées sur la façade. Et ce sont en particulier ces enseignes en lettres découpées, qui étaient souvent en laiton doré, qui ont sans doute le plus marqué les contemporains. Vous les voyez par exemple sur ce détail de l'affiche que je vous ai montré, de la publicité en France. Vous voyez que sur ces bâtiments, on observe le rouge, enfin ça a été retranscrit en rouge, ces fameuses lettres d'enseigne qui sont assez monumentales. En l'occurrence, ce qu'on voit là, ces bâtiments, ce ne sont pas des grands magasins comme on pourrait le penser, mais des banques, ce qui montre l'enjeu financier, encore une fois, de la publicité. On voit aussi que ce sont ces lettres qui intéressent le photographe Eugène Atget quand il photographie l'éclipse de 1912. En 1912, il y a eu cette éclipse qui était un véritable événement pour tous les Parisiens qui se sont équipés de verres noircis pour observer l'éclipse. Et là, il y a un jeu que fait Atget qui est en train d'observer et de photographier des gens qui observent eux-mêmes l'éclipse. Et vous voyez que, de manière... Alors, on ne sait pas pourquoi il a choisi ce lieu-là, mais il y a une certaine ironie, puisque derrière ces gens, il y a ce grand magasin, les Phares de la Bastille, qui joue sur cette idée d'éclairage. C'était un grand magasin parisien, un grand magasin de confection, qui était en activité jusqu'en 1914 et qui se signalait dans l'espace public par justement les deux phares que vous voyez sur la toiture, qui le rendaient très visible. Ces lettres, elles sont très importantes, elles ne sont pas seulement réservées aux grands magasins. C'est ce que montrent ces relevés faits par un artiste qui s'appelle Jules Gueldreau. Et précisément, ces relevés de Jules Gueldreau montrent la variété de ces lettres qui constitue par ailleurs un secteur à part entière de la création d'enseignes. Vous pouvez le voir ici avec ces documents, c'est-à-dire qu'il y avait des sortes de modèles pour les peintres en lettres pour pouvoir justement dessiner ces lettres d'enseigne sur les façades. À droite, vous pouvez voir une page de publicité pour une manufacture de lettres très connue, Devèze, qui proposait différents modèles justement à destination des commerçants. Et cette prolifération des lettres, parce qu'on a parlé de la prolifération des images, mais il y a aussi cette prolifération des lettres, offre la ville un peu comme un journal ou un livre ouvert qui se donne à lire, ce qui est facilité par le fait que l'alphabétisation progresse tout au long du siècle. Donc la ville du XIXe siècle, elle se pare de lettres, mais aussi d'images qui s'étalent sur les affiches, sur les murs ou sur les nouvelles colonnes Maurice. Vous voyez d'ailleurs que ces dispositifs apparaissent dans la publicité en France, enfin sur cette affiche, sur la publicité en France, puisque vous pouvez voir sur la droite un affichiste au travail, et sur la gauche, on voit des hommes distribuer des tracts. Ce que rappellent ces hommes qui distribuent des tracts, c'est que la publicité ne se limite pas au mur et à l'affiche, et elle profite vraiment de cet essor de l'imprimerie, et de surtout cette consommation massive des imprimés. Et la publicité va en profiter pour se diffuser, là encore, sur différents supports imprimés, voire sur des objets. C'est ce que montrent les nombreux objets publicitaires qui sont produits par les grands magasins du XIXe siècle, et vous pouvez en voir d'ailleurs un certain nombre dans l'exposition, c'est-à-dire qu'on voit ces images se diffuser sur les catalogues, ce qui paraît assez naturel, mais aussi sur des objets un peu plus inattendus,
Sur les éventails, il y en a aussi dans l'exposition, mais aussi sur des petits cadeaux faits aux clients, sur des blocs de papier à lettres, sur des boîtes de savon. Et c'est aussi un moment où se développent ces cartes que vous voyez chromolithographiées, donc des cartes illustrées en couleurs. Et là, vous avez un exemple de cartes qui ont été éditées par Le Bon Marché, qui sont conservées au Musée des Arts Décoratifs, qui sont ce qu'on appelle des cartes à système. C'est-à-dire, je pense que vous avez compris le principe en voyant l'image, c'est qu'il y a un système de tirettes qui permet d'allonger la scène représentée. Et là, donc, il y en a 2, mais c'est toute une série, il y en a 8 en tout. Et c'est là où commence à se développer toute cette offre d'images gratuites à destination des clients, produites en série et qui sont collectionnées. Et qui, par ailleurs, ont une vraie valeur pour les gens qui les collectionnent, qui parfois les réunissent dans des albums. Parce qu'il faut garder en tête que les images au XIXe siècle coûtent encore assez cher, quelque part. Et que pour des gens qui n'avaient pas la possibilité d'acheter, je ne parle même pas de tableaux, mais juste des estampes, ces cartes, en fait, artistiques étaient un moyen aussi, on en retrouve parfois accrochées justement dans des salons ou collectionnées dans des albums. Ce qui est intéressant sur ces objets publicitaires, c'est de remarquer que les grands magasins n'omettent pas de faire figurer leur nom. Le principe, là encore, c'est de répéter la dénomination commerciale. Et ils jouent aussi beaucoup sur la représentation et la reproduction de leurs architectures. Ces architectures monumentales qui sont exhibées comme un argument publicitaire. L'architecture des grands magasins, les grands magasins ils se développent dans la seconde moitié du XIXe siècle, elle est très inspirée de la monumentalité des pavillons des expositions universelles. C'est pour ça qu'on les appelle parfois des palais commerciaux. Ce sont des bâtiments qui sont conçus pour être impressionnants, pour impressionner la clientèle, quitte même à exagérer les dimensions, puisque la gravure va précisément amplifier cette monumentalité. Et là, vous voyez, par exemple, que sur ce dépôt de marque au Bon Marché, le nom du Bon Marché est assez systématiquement, au XIXe siècle, associé à son architecture. Ça aussi, c'est assez visible dans les affiches que vous avez vues ou que vous verrez dans l'exposition. Cet usage des méthodes modernes de construction, c'est aussi donc, une forme de visibilité dans l'espace public. C'est une manière aussi de valoriser le client lui-même. L'un des exemples les plus parlants, c'est le cas des grands magasins du Fayel. Il y a des affiches dans l'exposition aussi. Les grands magasins du Fayel, c'était des grands magasins populaires dans le nord de Paris. Et là, vous voyez une vue du hall central de ces grands magasins qui est très impressionnant, et ce, même si c'est un luxe un peu industriel, ce ne sont pas forcément des matériaux nobles, mais il y a des cariatides notamment, enfin, au moins cette apparence du luxe qui valorise à la fois les produits vendus et la clientèle qui se rend dans ces grands magasins. L'un des apports dont bénéficient ces grands magasins aussi, ce sont les progrès réalisés dans la technique du verre plat. C'est-à-dire que dans la seconde moitié du XIXe siècle, on parvient à produire des surfaces vitrées de plus en plus grandes. Et le XIXe siècle, c'est vraiment aussi le moment où la vitrine devient un dispositif publicitaire essentiel. À un tel point que la vitrine devient l'un des plaisirs du flâneur, d'autant plus que, comme je le disais, la généralisation des trottoirs dans Paris, sur le modèle londonien, permet désormais de s'attarder devant ces vitrines. Il y a une citation de Balzac qui montre bien cette fascination exercée par les vitrines, cet extrait de Grandeur et décadence de César Birotteau.
Les enseignes peintes, banderoles flottantes, montres pleins de châles en balançoire, cravates arrangées comme des châteaux de cartes et mille autres séductions commerciales, prix fixes, bandelettes, affiches, illusions et effets d'optique portaient à un tel degré de perfectionnement que les devantures des boutiques sont devenues des poèmes commerciaux. Des poèmes commerciaux, et on voit que ce qui est important à l'époque, c'est ce qu'on lit aussi dans Au bonheur des dames de Zola, c'est qu'on accorde de plus en plus d'importance à l'étalage, en fait. Ce qu'il appelle la montre, c'est de l'étalage, c'est-à-dire la manière d'organiser la vitrine pour arrêter le regard. C'est d'ailleurs l'enjeu de toutes ces publicités. Les affiches, c'est d'arrêter, de fixer pour un instant le regard pour pouvoir vanter un produit. Donc après ce rapide tour d'horizon de cette culture publicitaire qui s'épanouit au XIXe siècle, je voudrais m'attarder un petit peu sur la façon dont les artistes l'ont perçue. La publicité, et on le voit dans l'exposition, interpelle forcément les artistes, puisque précisément son objectif est de s'imposer à la vue du passant, et cela fonctionne. Là, je vous montre une affiche pour la Maison du Pont-Neuf, qui utilise un dispositif d'efficacité éprouvée, c'est-à-dire que vous voyez ce slogan développé sur une banderole rouge qui attire l'œil « On rend l'argent de tout achat qui a cessé de plaire ». Et évidemment, ce sont des images qui attirent aussi l'œil des artistes, qui ne peuvent pas y échapper. Et là, je vous montre par exemple plusieurs représentations de la rue Saint-Jacques par Jonquind, mais aussi par Gustave Doré, à peu près au même moment, qui montre justement cette publicité pour la Maison du Pont-Neuf. Vous voyez que là, c'est une publicité peinte qui représente, mais qui reprend en fait les codes de l'affiche, et que leur œil a été interpellé par la fameuse banderole, par la forme aussi générale, mais aussi par les lettres de la publicité. Donc on voit que ce sont des éléments qui attirent l'œil des artistes. Vous remarquerez aussi que Gustave Doré, sur le dessin à droite, un espèce de relevé lui aussi typographique des lettres des commerces de la rue Saint-Jacques. Donc pour accrocher l'œil, les affiches n'hésitent pas à faire rupture, à rompre quelque part l'homogénéité des façades. Il y a un tableau d'André de Vambèze qui montre bien cela, justement, alors qui est un peu plus tardif, où il représente un paysage assez rural et fait saillie au milieu de l'image cette publicité pour Dubonnet, cette affiche bleue. Et on voit que justement ce bleu fait saillie dans ce paysage minéral assez monochrome, d'où le caractère criard qui est très souvent reproché aux affiches. Les affiches publicitaires, elles ont en premier lieu une fonction informative, et beaucoup d'entre elles se soucient peu du caractère esthétique, ou au sens où l'entendent les beaux-arts. On le voit par exemple aussi dans l'œuvre de Jules Chéret. La différence entre ces affiches les plus artistiques, comme à droite, cette affiche pour le théâtre de l'Opéra, et des affiches, on va dire, plus utilitaires. Là, vous voyez pour les magasins à Voltaire, magasins de confection, où il va représenter un homme de face, où on voit que là, l'enjeu, ce n'est pas vraiment de faire joli, c'est de montrer un maximum du produit proposé, de ces fameux costumes de face, avec ces lettres, ces chiffres, 21 francs, puisque ce sont les informations principales qu'il faut faire passer. Donc c'est très différent de ces belles affiches qui sont volontiers saluées et commentées à la fin du siècle. Et les affiches les plus artistiques, le plus souvent, ce sont les affiches de spectacles pour lesquelles un traitement esthétique se justifie, d'autant plus qu'elles mettent en scène des femmes ou s'adressent à un public féminin. Cette dimension esthétique de l'affiche publicitaire, elle prend de l'importance à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Et donc on pense tous à Toulouse-Lautrec, par exemple. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces affiches ne constituent pas le gros des affiches ordinaires, en quelque sorte, qui recouvrent et qui submergent Paris et les autres villes de France dans une organisation parfois anarchique.
Et donc les artistes apprécient diversement cette invasion de la ville par les affiches. Un exemple que je trouve assez frappant, c'est la façon dont Claude Monet et Camille Pissarro, à quelques années d'écart seulement, représentent cette rue de l'épicerie de Rouen. Vous voyez que sur l'œuvre à droite, Monet, contrairement à Pissarro, gomme en quelque sorte les affiches publicitaires qui se trouvent chez Pissarro sur la tour Pignon, à l'entrée de la rue. Chez Monet, on ne les retrouve pas, parce qu'il y a certainement cette volonté du peintre de ne pas les représenter. On comprend assez bien pourquoi, c'est-à-dire que le cadrage n'est pas exactement le même, le point de vue, et l'on s'aperçoit que ce qui intéresse Monet dans ce tableau, ce sont plutôt les effets atmosphériques autour de la cathédrale de Rouen, et que précisément s'il avait représenté les affiches, ça aurait un peu diverti l'œil du spectateur de cet effet atmosphérique. En revanche, Camille Pissarro, ce qui semble l'intéresser lui, c'est vraiment l'animation de la rue, à laquelle participent les affiches. Je voudrais... alors, ce que permet la représentation artistique, c'est parfois aussi d'exagérer le caractère criard de ces affiches. On le voit bien sur ce tableau de Raoul Dufy, qui précisément attire l'œil sur ces affiches. Et enfin, il y a d'autres artistes qui montrent comment ces tableaux s'intègrent, enfin ces affiches s'intègrent dans le paysage. Je trouve à cet égard cet autre tableau de Maximilien Luce, La rue Mouffetard, très intéressant. J'en profite pour signaler qu'il y a actuellement une exposition sur Maximilien Luce au musée de Montmartre, que je vous conseille. Et là, on voit que Maximilien Luce représente donc la rue Mouffetard, et il y a sur la gauche notamment cet ensemble d'affiches, dont cette grande affiche bleue au Panthéon, nouveauté, qui prend beaucoup de place, mais qui, néanmoins, contrairement à cette affiche bleue du bonnet chez De Vendès, ne fait pas tellement de rupture, ne jure pas tant que ça dans l'image. Ça ne rompt pas l'harmonie de l'image. On s'aperçoit en regardant le tableau de plus près que ce qui permet à Maximilien Luce d'unifier en fait ce paysage urbain, c'est l'utilisation de ces petits points bleus et roses sur toute la surface du tableau, en quelque sorte, ce qui permet précisément de ne pas avoir d'aplat, de rupture trop brutale. Ce qui finalement est un peu la vision, je trouve, que nous avons de la publicité ou des panneaux publicitaires, c'est-à-dire qu'on peut passer dans la rue sans forcément avoir l'œil arraché, comme disaient les contemporains, par les affiches. J'aimerais aborder, dans cette troisième partie, la question de la publicité comme support artistique, et plus précisément le cas des enseignes. Ce que montre l'exposition aujourd'hui aussi, c'est que, évidemment, cet essor de la publicité n'échappe pas aux contemporains, même si certains, comme aujourd'hui, restent assez allergiques à la publicité. Je rappelle par exemple que dans les années 1950, l'historien du patrimoine Louis Réau a publié une histoire du vandalisme dans lequel il y a plusieurs passages consacrés à ce qu'il appelle le vandalisme publicitaire, puisque justement certains considèrent déjà dès le XIXe siècle que ça défigure en fait le paysage urbain, alors que d'autres estiment que c'est une occasion d'animer justement des surfaces, des façades qui sont relativement homogènes. Et d'autres vont encore plus loin et voient dans les affiches la possibilité d'un art démocratique, avec cette idée d'offrir au public un musée à ciel ouvert, en quelque sorte. Et donc, dans les années 1880, en même temps que sont de plus en plus valorisées les belles affiches, celles que vous pouvez voir aujourd'hui à Orsay, se développe un mouvement en faveur de ce qu'on appelle l'enseigne artistique. C'est-à-dire que beaucoup de commentateurs espèrent voir des artistes s'emparer de ces supports pour créer ce musée en plein air, à ciel ouvert en quelque sorte. C'est une question qui a intéressé déjà à la fin du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, se multiplie un genre littéraire assez particulier qu'on appelle les tableaux de Paris. C'est une espèce de littérature panoramique
qui recense tout ce qu'on peut trouver dans le paysage parisien. Et les enseignes sont fréquemment nommées parce qu'elles apparaissent comme les vestiges d'une culture populaire menacée par la modernité. Je mentionne aussi au début du XIXe siècle la publication par Balzac d'un petit dictionnaire critique et anecdotique des enseignes de Paris qui montre bien cette fascination, comme Victor Hugo d'ailleurs, pour ce que disent les enseignes d'un territoire et puis pour leur caractère amusant, en fait, pittoresque aussi, parce que ce sont des objets rattachés à l'art populaire. Donc les promoteurs de l'enseigne artistique, pour argumenter leurs propos, ils ne manquent pas de citer des précédents célèbres, c'est-à-dire qu'on attribue un certain nombre d'enseignes à des peintres très connus. La plus connue encore aujourd'hui est probablement l'enseigne de Gersaint, de Watteau, qui est une enseigne réalisée par le peintre pour son marchand, Gersaint donc, à son retour d'Angleterre, peu avant sa mort, et qui était l'occasion pour lui, pour le peintre, de se dégourdir les doigts, selon son expression. Il faut quand même noter que c'est une véritable enseigne, c'est-à-dire que ce tableau peint, c'est une enseigne peinte, a été exposée pendant quelques semaines, protégée par un auvent, et elle a ensuite été vendue par le marchand. Donc dans les 2 dernières décennies du XIXe siècle, les artistes sont incités à s'emparer de ce support, avec toujours cet argument selon lequel ça permettra au plus grand nombre de voir des tableaux potentiellement de grands maîtres. C'est un intérêt qui est renouvelé aussi par les débats autour de l'art social. Il en est question dans les expositions, c'est-à-dire qu'on se pose des questions sur l'éducation artistique du peuple, sur la démocratisation de l'art. Et ça rejoint les riches réflexions qu'il y a au niveau européen cette fois sur les rapports entre le beau et l'utile, sur les beaux-arts et les arts décoratifs industriels. Mais donc l'idée c'est que, et là je cite un auteur de la fin du XVIIIe siècle, une belle enseigne placée rue Vivienne arrêtera plus de monde dans l'espace de 4 ans que tel beau tableau de Raphaël n'a fixé de regard depuis plus de 2 siècles et demi qu'il est fait. Il y a toujours cette idée de montrer des beaux tableaux, de belles enseignes aux passants pour éduquer son regard. Le point d'orgue de ce mouvement en faveur de l'enseigne artistique, c'est un concours d'enseignes qu'organise la ville de Paris en 1902. Et donc les envois sont exposés à l'Hôtel de Ville en novembre et décembre 1902. Et la sélection, d'ailleurs, est très variée. Donc vous avez cette image, il y a aussi un portfolio qui est édité à cette occasion-là et qui reproduit les œuvres récompensées. Et on y trouve beaucoup de projets, des projets peints, des projets dessinés. On trouve des enseignes peintes sur toile, sur panneau, sur tissu ou sur verre. On trouve des vitraux, on trouve des potences en fer forgé, des sculptures, des bas-reliefs, des enseignes murales en céramique aussi, des enseignes en métal découpé ou des enseignes lumineuses. Donc en gros, tous les types de supports de l'enseigne. Ce qui est intéressant, c'est que, en effet, c'est un salon artistique, puisqu'on trouve parmi les exposants des peintres reconnus, comme Édouard de Taille, par exemple, Félix Régamey. On trouve aussi des artistes qui se sont déjà illustrés dans l'art de l'affiche, comme Adolphe Villette. Et exemple de cette association d'artistes connus, on trouve notamment une enseigne proposée par le peintre Jean-Léon Gérôme. Jean-Léon Gérôme, c'était le peintre, une des figures de l'Académie à cette époque-là, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, qui, vous le voyez, a réalisé cette enseigne d'opticien, avec ce jeu de mots opticien, qui représente un petit chien, qui est une œuvre très intéressante parce que vous voyez que sur le cadre, le cadre est décoré avec des jumelles, avec justement des lunettes. Mais là où ça montre un peu les limites de l'enseigne artistique, c'est qu'on voit que ce n'est pas une vraie enseigne, en quelque sorte.
puisque vous voyez que Jérôme signe Jean-Léon Gérôme Barbouillawitz. À barbouiller, c'est là. Donc il y a une certaine ironie, c'est comme une parodie d'enseigne en fait, que réalise Jérôme à ce moment-là. Et c'est une allusion aussi à un type d'enseigne très apprécié par les commentateurs et par les passants, qui sont ce qu'on appelle les enseignes calembourdières, avec un calembour, avec un jeu de mots. Ça plaît beaucoup, ça a toujours attiré les amateurs. Donc Jérôme réalise une parodie alors que Villette, par exemple, lui réfléchit vraiment à l'enseigne, c'est-à-dire qu'il tire parti des possibilités matérielles et plastiques offertes par l'enseigne. Il propose une enseigne pour le cabaret Le Chat Noir en métal découpé, disposé en saillie, ce qui montre que Villette comprend que l'un des avantages de l'enseigne, une de ses particularités, c'est qu'elle interagit avec la lumière et que c'est cette silhouette qui peut accrocher le regard du passant. D'ailleurs, Apollinaire a écrit plusieurs fois sa fascination pour les silhouettes des enseignes découpées des magasins de jouets. Pour mieux vous montrer les spécificités de l'enseigne comme support, je voudrais vous montrer ces deux œuvres de Steinlen. Vous connaissez tous probablement cette affiche, cette célèbre affiche pour la tournée du Chat Noir qui est à droite, qui est encore aujourd'hui vendue sur les quais parisiens, qui est très efficace graphiquement. C'est pour ça que c'est une affiche célèbre, très connue, parce qu'elle est très bien conçue, elle fonctionne très bien. Elle exploite très bien les potentialités de l'affiche, de l'aplat, du trait. Et vous voyez à gauche ces divers projets d'enseigne surmontés de chats noirs qu'il réalise parce que lui aussi, comme Villette, manifestement réfléchit à un projet d'enseigne pour ce cabaret Le Chat Noir. Et on voit que Steinlen réfléchit à différents projets qui, là encore, tirent parti de cette découpe en silhouette du chat noir. Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est vous voyez ce chat principal, cette fois-ci, il imagine une girouette qui devait être actionnée par le vent. Ce qui montre bien que, et c'est important de le rappeler, que Steinlen, comme les artistes en général, ne réfléchit pas de la même manière, même si le sujet est le même, le motif est le même, c'est un chat noir, il ne va pas réfléchir de la même façon, selon qu'il s'agisse de créer une affiche qu'une enseigne. Et ça me paraît capital. Donc l'exposition de 1902, elle connaît un beau succès, on en parle beaucoup, mais ça n'aura pas vraiment d'effet, ça n'a pas suscité d'élan de création pour l'enseigne. Il n'y aura pas d'autres éditions avant une trentaine d'années. On note juste en 1935 un autre salon de l'enseigne, mais qui, lui, pour le coup, a largement déçu la critique. Et pour cause, parce qu'en fait, les rapports entre art et publicité, entre-temps, au début du XXe siècle, se sont considérablement modifiés. Et c'est sur cela que j'aimerais conclure, c'est sur ce début du XXe siècle, puisqu'il y a, on observe des mutations dans la culture publicitaire entre le XIXe et le XXe siècle, c'est-à-dire que au XIXe siècle, la publicité moderne n'en est quelque part encore qu'à ses balbutiements. Il y a beaucoup de propositions, ça passe beaucoup par l'imprimé, mais les historiens de la publicité considèrent en général que ce n'est qu'au XXe siècle que la publicité se constituera en véritable industrie. C'est-à-dire qu'auparavant, au XIXe siècle, ça reste assez largement artisanal, la création publicitaire. Au XXe siècle, on va voir apparaître une véritable industrie avec des acteurs professionnels, des théories, des pratiques théorisées. Ce qui accentue ce phénomène, c'est la Première Guerre mondiale et aussi la question de la propagande pendant la Première Guerre mondiale, cette question de l'impact du message, ça va beaucoup influencer justement l'industrie publicitaire. Et c'est dans l'entre-deux-guerres que vont se formuler les premières théories publicitaires qu'on trouve de véritables théoriciens de l'esthétique publicitaire, en particulier en Italie et aux États-Unis.
Et se constitue alors tout un savoir qui est basé sur des études psychologiques qui fourniront un socle à ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing. Donc en quelque sorte, c'est un moment aussi au XXe siècle où la publicité sort du registre du pittoresque et de l'artisanat pour en tirer de plein pied dans l'industrie, dans le marketing et le design graphique. Et ce faisant, elle se détache de plus en plus des beaux-arts. Ce qui est intéressant, néanmoins, je trouve, c'est que la France présente une certaine spécificité qui est liée au XIXe siècle, puisque des historiens de la publicité ont montré que jusque dans les années 1960, les professionnels français restent attachés à une vision plus artistique de la publicité. D'ailleurs, ce qui est assez significatif, je trouve, c'est que longtemps, les Français préféraient le terme d'esthéticien industriel à celui de designer, parce qu'ils trouvaient que le terme de designer, c'était trop proche de l'ingénierie. En fait, ils revendiquaient une certaine spécificité artistique. On le voit avec les fameux affichistes de l'entre-deux-guerres. Alors certains, le plus connu aujourd'hui, je pense encore, étant Cassandre. C'est celui qui a notamment réalisé cette publicité que vous connaissez peut-être pour le paquebot Normandie. Mais il y a aussi Charles Loupeau, Paul Colin ou Jean Carlu, et qui nourrissent en fait cette réflexion aussi artistique, mais avec des moyens plus modernes en quelque sorte, plus adaptés à la société industrielle. Et c'est un moment, l'entre-deux-guerres, où on valorise beaucoup la publicité. Vous voyez qu'au moment de l'exposition universelle de 1937, la publicité était même célébrée et interrogée dans son propre pavillon. C'était une exposition des arts et techniques, donc très industrielle dans son propos. Et vous aviez ce pavillon de la publicité qui par ailleurs était éclairé, ce qui montre là encore, comme je le disais, qu'on passe davantage sur des problématiques de mouvement et d'éclairage au XXe siècle, mais qui présentait quand même sur sa façade et dans son hall les meilleures affiches des dernières années. Et il y avait des reproductions géantes de publicités signées justement par ces grands affichistes de l'entre-deux-guerres. Donc voilà les quelques éléments que je voulais vous présenter aujourd'hui pour mieux comprendre la culture publicitaire du XIXe siècle, qui invente donc à mains égards le rapport que nous entretenons encore aujourd'hui avec la société commerciale. En témoigne d'ailleurs, c'est la fascination que ces affiches qui sont présentées aujourd'hui à Orsay exercent toujours sur nous. Je vous remercie.